Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Ce panel va s'exprimer en français et en arabe. Si vous avez besoin de la traduction pour l'une ou pour l'autre langue, il y a des écouteurs qui sont disponibles à l'entrée de l'auditorium et on vous distribuera les écouteurs en échange d'une pièce d'identité que vous pourrez récupérer quand vous les rendrez. Voilà pour la petite partie pratique de cette conversation. Alors, aujourd'hui, des invités de choix et de qualité pour ce panel, consacré à une question particulièrement importante et qui façonne en partie, en tout cas, l'avenir de notre profession. La question est la suivante: les plateformes numériques sont-elles les alliés ou les adversaires du journalisme de qualité? Cette question n'a sans doute jamais été plus chaude qu'aujourd'hui. Depuis la réélection du président Trump aux États-Unis, le soutien affiché de plusieurs fondateurs ou dirigeants des grandes plateformes à son administration. Depuis cette réélection, donc, le paysage médiatique connaît des transformations profondes. Les algorithmes évoluent encore, les politiques de modération se modifient, et les relations économiques entre les médias et ces plateformes se redéfinissent. Alors nous sommes réunis là ce matin pour essayer d'explorer ces enjeux cruciaux avec nos intervenants. À l'heure où, par ailleurs, dans le contexte, la désinformation prospère, l'intelligence artificielle redéfinit la création et la distribution de contenu, nous devons aussi nous interroger sur la préservation de l'indépendance éditoriale, tout en ayant le souci d'atteindre et de toucher nos audiences, nos publics. Alors, comment maintenir des standards journalistiques face à des algorithmes qui privilégient plutôt l'engagement que la qualité? Et surtout, quelles alternatives pouvons-nous développer pour assurer la pérennité d'un journalisme de qualité? Enfin voilà, beaucoup de questions autour desquelles on va essayer de se pencher, en essayant aussi peut-être d'essayer d'identifier des pistes concrètes de solutions et de stratégies d'avenir pour remplir cette mission essentielle, informer le public avec rigueur et intégrité, quel que soit le contexte technologique ou politique. Alors, je vais demander dans un instant à nos panélistes de se présenter et de nous dire d'abord quelle est leur relation professionnelle et personnelle avec ces plateformes. Mais avant ça, je vais commencer par une anecdote personnelle. En 2007, j'étais à l'époque journaliste à RFI et j'ai lancé une émission qui existe toujours et qui s'appelle l'Atelier des médias. Ce n'est plus moi qui m'en occupe depuis bien longtemps. Et cette émission avait une particularité, c'est qu'elle était présente sur les antennes de la radio et en même temps sur Twitter et en même temps sur Facebook. Et à l'époque, en 2007, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est d'une banalité sans nom, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et j'étais convaincu que le fait de pouvoir donner la parole à un public plus large, qu'il puisse se saisir de cette capacité à exprimer son point de vue, serait forcément bénéfique. Et dans la foulée, en 2012, avec CFI et certains des représentants de cette organisation de développement média française sont ici, on avait initié les rencontres de Montpellier qui s'appelaient 4M, et dans la foulée des printemps arabes, il s'agissait là aussi de voir comment ces réseaux sociaux pouvaient aider à distribuer une parole qui était différente dans des pays où la dictature bien souvent régnait. Et maintenant, 2025, je suis formateur et on essaye à longueur de journée d'expliquer, de former des journalistes pour réduire leur dépendance face aux plateformes. Donc ça, c'était mon histoire et ma relation personnelle avec les plateformes. Lina,
Quelle est la vôtre? طيب صباح الخير. أنا هتكلم بالعربي النهاردة. يعني بطبيعة الحال أنا جزء من الجيل اللي كان عنده علاقة وثيقة، مش أنا شخصيا يعني ما عنديش تواجد بشكل فردي يعني على شبكات التواصل، ومن قبلها المساحات الحرة بتاعة الإنترنت، ولكن كنت جزء من جيل بيفكر وبيكتب وبيعمل صحافة في المساحات دي. وأنا بالتوازي بشتغل صحفية في المساحات التقليدية بتاعة المواقع والجرايد وهكذا. وكان دايما مثير بالنسبة لي إن احنا نشوف المساحات دي بتأثر إزاي على ça marche la traduction? Moi j'ai un problème de son parce que c'est très très faible, je perçois à peine le son et pourtant je suis à fond. Vous voulez que je fasse en français? Non, 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 non. Je vais peut-être. Est-ce que quelqu'un pourrait aller me chercher un autre Emna, je peux te demander ça? Merci beaucoup. Non, je continue? Continue. Continue. Ok. Je suis désolée. C'est le jeu. كان دايما مثير بالنسبة لنا ان احنا نشوف المساحات دي بتأثر ازاي على حاجات جوهرية زي مهمة الصحافة وتوزيع المعلومات، أو مهمة التنظيم السياسي، أو فكرة التعبير. وكانت يعني هي دي بالضبط الفترة اللي فيليب بيتكلم عليها، اللي هي ما قبل وأثناء الثورات العربية. وكان فعلا مثير جدا ان احنا نشوف المساحات دي ازاي كانت مساحات حركة مهمة لأجيال الثورة، لغاية ما يعني اللحظة اللي احنا كلنا فيها وبنتناقش فيها بقالنا سنوات، اللحظة اللي بطل فيها الانترنت يكون مساحة مفتوحة وتم خصخصته في شكل شركات بتدير مواقع ومساحات هي اللي يعني بتملي علينا ازاي نتحرك، ومش بشكل كامل بتملي علينا. هي العلاقة لا تزال جدلية إلى حد ما، بس مع الإدراك الكامل إنه في النهاية القوة تقبع في هذه المساحات والشركات اللي بتديرها، وهي قوة المال. وده تاني مش معناه ان احنا ما عندناش أهلية كأصوات حرة، كمواقع حرة وهكذا، ولكن الوعي بديناميكيات القوة حاجة مهمة جدا. الحاجة الأخيرة اللي هقولها هي انه أنا حاليا يعني بقالي 10 سنين، مش حاليا، بدير مع زملاء موقع اسمه مدى مصر في القاهرة في مصر. بنغطي مصر بشكل أساسي والمنطقة المحيطة بينا. وفي 2017 كجزء من سياسات الدولة المناهضة لأي حراك أو أي أصوات حرة، تم حصل بلوكينج أو حصل اسمها إيه بلوكينج بالعربي؟ حجب. تم حجب موقعنا في 2017، ودي كانت من أوائل المرات اللي مصر كحكومة كدولة يعني بتتبع هذه السياسة اللي هي كانت متبعة قبل كده في سياقات تانية زي تونس زي إيران. بس الأول مرة بيكون في سياسة حجب واضحة وصريحة. سياسات الحجب عامة بتتشاف كسياسات مش ماشية قوي مع سياسات الاقتصاد الحر وهكذا. عشان يبقى عندنا اقتصاد حر وحركة حرة على الإنترنت لازم ما يبقاش في حجب، ومع ذلك مصر قررت تعمل ده. ودي كانت لحظة فارقة بالنسبة لنا، لأنه احنا كنا يعني خطتنا هي التعامل مع منصات التواصل كمساحة حتمية لازم نحرك فيها المحتوى بتاعنا، ولكن مش مساحة وحيدة بأي شكل من الأشكال. كان دايما الفكرة هي محاولة خلق مساحات بديلة لتوزيع المحتوى بتاعنا ولتطوير اسمنا في الكوميونيتيز اللي بتقرانا وبتتابعنا. الحجب حرك حساباتنا وغير حساباتنا شوية، وغير علاقتنا بمنصات التواصل، بس ممكن أتكلم على ده أكتر في إجابة لاحقة.
Merci. Abi Niakate pour Brut Afrique. Quelle est ta relation personnelle et professionnelle à toi avec ces plateformes? Bonjour à tous, déjà. Alors moi, les réseaux sociaux, c'est mon quotidien, évidemment, parce que Brut, c'est un média qui, d'ailleurs, a changé de politique par rapport aux réseaux sociaux, parce que quand on s'est lancé il y a 8 ans, c'est vrai que les contenus qu'on produisait étaient à 100% distribués sur les réseaux sociaux. Petit à petit, on s'est dit que, surtout il y a peut-être 2 ans, on a lancé notre site internet aussi, parce que cette dépendance à 100%, on s'est bien rendu compte, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais qu'elle était un peu à nos risques et périls, et qu'il fallait aussi qu'on ait notre support, notre propre site internet à nous. Nous, on a fait le choix très tôt de recruter des gens qui s'occupent des relations avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans notre rédaction, on a des gens qui s'occupent des relations avec YouTube, avec Snapchat, avec Facebook, etc. etc. Ça ne veut pas dire que, pour répondre à la question du débat, on pense que les réseaux sociaux et les plateformes sont uniquement des alliés. Il y a des défis sur lesquels on pourra revenir plus tard. Mais on est assez pragmatique. On sait aujourd'hui que on dépend quelque part des réseaux sociaux et on a complètement intégré cette dimension de notre travail au quotidien. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui s'occupent de cette relation au quotidien avec les réseaux sociaux. On a un pôle data qui, au quotidien, nous donne des chiffres sur les performances des vidéos sur toutes les plateformes. On a un pôle aussi qui suit la monétisation sur toutes ces plateformes-là pour savoir ce qui performe en termes de revenus, parce qu'aujourd'hui, quand on est un média qui est digital, nouvelle génération comme nous, une grande partie de nos revenus aussi vient des réseaux sociaux. Donc on est, si vous voulez, c'est une partie, pour moi, ça fait partie du média. Les plateformes aujourd'hui font partie des médias. Moi, je sais que je viens de la presse écrite. J'ai longtemps été chez Jeune Afrique, j'ai été correspondante du Monde, etc. Quand je suis arrivée chez Brut, j'ai été choquée par cette dimension, par l'imbrication des plateformes dans leur rôle au quotidien du quotidien des journalistes. Et c'est là que j'ai commencé, oui, à rencontrer physiquement, via des Zooms, etc., des gens des plateformes, ce que je ne faisais pas avant, évidemment, en termes de presse écrite. Donc notre relation, elle est quotidienne, elle est professionnelle, ce sont des gens qu'on rencontre régulièrement, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas faire, pour plein de raisons, on ne peut pas faire l'impasse sur cette relation-là. Voilà. Nadim Nachef, quelle est votre relation à vous, personnelle et professionnelle, avec les plateformes? شكرا فيليب. العلاقة صراحة كمان بتشبه اللي حكته لينا بموضوع انه هي بديت يعني مع الربيع العربي. بالنسبة لنا كفلسطينيين كان في إيحاء كبير من كل موضوع كيف تم التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ما بعد الربيع، بداية الربيع العربي 2011 12 13 بمفهوم انه وهذا كان شعور عالمي انه هاي الشبكات عم بتجيب الديمقراطيه، بتجيب الحريات، ديسنتراليزيشن، وممكن انت يعني تعبر عن رايك و تجند ناس معك لقضيه معينه، انه ناس تنظم مظاهرات، تطلع على الشارع، تنادي بالحريه، تنادي بالديمقراطيه، بكل القيم والتوجهات اللي بدنا اياها. فكان في نوع من هيك اشي وردي، اشي ايجابي نظرة لإلها. وبالنسبة لنا كفلسطينيين كان انه اوكي احنا لازم نتعلم من هاي التجربة. فانا بادرت بوقتها للقاء بال2014 بعمان مع مجموعة من النشطاء العرب من تونس، من مصر، من سوريا، وكانت الفكرة تعالوا نتعلم من بعض. وبالأساس إحنا كفلسطينيين كنا شوي متأخرين لهذا القطار، كنا استعمالنا لموضوع السوشيال ميديا كان أقل. والفكرة كانت إنه أوكي إحنا شعب تحت احتلال، في قمع، في انتهاكات يومية لحقوق الإنسان، وبالنسبة لنا يعني كل موضوع السوشيال ميديا هي فرصة لنعبر عن إيش عم بصير على أرض الواقع، لنحكي للعالم قصتنا، لنحكي عن الظلم اللي عم بصير، عن الانتهاكات. فكان في هذا التفاؤل اللي منه احنا انطلقنا منه، حاولنا كمان نتعلم من التجارب من المنطقة العربية.
وبعدين يعني اجى ورجعنا وكان في كل موضوع موجة الديجيتال اكتيفيزم او النشاط الرقمي، وانه انت ممكن تعال ندرب المجتمع الرقمي والنشطاء وكيف نعبر ونحكي القصة بالاساليب الرقمية وما الى ذلك. القضية بعدين انه فهمنا بال 2014 15 شو معنى القمع الرقمي، لانه يعني بوقتها صار في ضغط كبير على فيسبوك كالمنصة الرئيسية لا تغيير سياساتها من قبل سياسيين إسرائيليين. وفيسبوك يعني رضخت بال 2015 وتبنت تعريفات إسرائيلية لكل موضوع شو هو التحريض وشو هو العنف وكل الأمور هاي، اللي نتيجتها بدي قمع ممنهج للرواية الفلسطينية. وأنا يعني شخصياً صار لي 10 سنين ببحث بسياسات إدارة المضمون لميتا وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، بس ميتا على التحديد لأنه الكمية الأكبر من الفلسطينيين والإسرائيليين هي موجودة على ميتا تاريخياً. فأنت بتفهم مع السنين إنه هاي يعني الإشي الوردي والنظرة الوردية اللي كانت بوقتها يعني هي جداً خاطئة، لأنه بالنهاية هو الحديث عن شركات أمريكانية اللي عندها عقلية 11 سبتمبر وما بعد، ونظرتها للعرب وللإسلام هي نظرة معادية ونظرة بأساسها إسلاموفوبية. يعني أنت كفلسطيني القمع عليك مش بس كفلسطيني وإنه روايتك بدهمش إياها وإنهم هم متحالفين مع إسرائيل والسياسات الأمريكانية، وكمان أصلا في طبقة أساسية غاد اللي هي النظرة لكل مضمون العرب والإسلام هي نظرة معادية. يعني كلمة شهيد في كان عليها بلانكت بان أو منع كلي بالإدارة، وكلمة شهيد تستعمل من 2 مليار بني آدم اللي جايين من خلفية الحضارة الإسلامية. تمام، فيعني هو الموضوع حتى مش هاي، والنظرة لها ككلمة شهيد إنه هاي الكلمة عمليا بتشجع العنف، يعني بدون يعني طبعا هي نظرة يعني إسلاموفوبيك على الآخر، يعني هاي نظرة معادية، نظرة حدا مش فاهم شو الموضوع، مش فاهم النيوانسز وكل الأمور هاي. فالنقطة اللي بدي أقولها إنه كمان هو يتعلق من وين أنت جاي. القمع هو كأننا كفلسطينيين هو مزدوج كمان على المستوى الفلسطيني بس قبلها كمان على المستوى العربي والإسلامي، وهي النظرة ما تغيرتش. يعني موضوع البلانكت بان تبع شهيد تغيرت بس قبل كم من شهر بعد سنوات من يعني أنت كشركة اللي عندك مليارات من الناس عم بيستعملوا شبكتك، يعني انت مش عارف تفرق وين الاشي praising violence او وين الاشي كأنه بنادي العنف وين لا وين النيوانسز. يعني واضح انه عندك القدرة تعمل هاي التفرقة وانت مش معني تعملها وبتشوف كلهم هاي. بتذكر مرة الانترسبت، موقع الانترسبت نشر تسريب لقائمة الشخصيات والمؤسسات الخطيرة DOI list، فلما حللوا أكثر من 4000 وإشي اسم اللي هم ممنوع يكونوا على شبكات من ميتا، الغالبية العظمى الغالبية الساحقة لهم هاي أشخاص اللي هم أو من خلفية عربية أو من خلفية إسلامية من منطقة الشرق الأوسط أو ساوث إيست إيجا. فيعني هاي بس بدلك قديش الهاي بدي بس للمقارنة إنه الموضوع هو مش بس موضوع عربي، هو جلوبال ساوث، لأنه إحنا نطلع شو عم بصير، شو عملت فيسبوك بالميانمار تمام مع الروهينجا، كيف هم كانوا جزء من الجينوسايد اللي صار هناك، كيف هم كمان جزء من الجينوسايد اللي عم بصير بإثيوبيا إريتريا وكل المشاكل اللي عم بتصير بهاي المناطق. بينما للمقارنة وهاي الملاحظة الأخيرة شو صار بأوكرانيا، كيف هم غيروا كل القواعد والقوانين فالسؤال بالآخر هاي الشركات كيف شايف العالم؟ شايف العالم في المعسكر الغربي وهدول جماعتنا يشمل إسرائيل، فبالتالي أنا بعمل كل شيء عشانهم. وأنا بالنسبة لي ما تفهمونيش غلط إنه تعديل القوانين للأوكران عشانهم تحت احتلال هذا شيء مفهوم جدا ولازم يكون. المشكلة هي وين إنه هاي الإشي مش عم بصير لباقي المناطق، باقي المناطق بالعكس هم بوقفوا مع الطرف القامع، وهاي جزء من النقاش الطويل مع شركة ميتا والتواصل الاجتماعي. Merci beaucoup Nadim. Ludovic Blécher, quelle relation personnelle et professionnelle avec les plateformes? Alors d'abord, moi c'est un peu comme toi, j'ai commencé avant Google, parce qu'on s'en souvient pas, hein, mais c'était Netscape, c'était ensuite tout un tas d'autres choses, c'était Yahoo, c'était voilà. Et puis j'étais auditeur et fan de l'Atelier des médias, j'ai eu la chance même d'y participer à l'époque. Donc voilà, on a vu un peu tout ça se construire. Moi, je suis un journaliste. Je crois que je resterai un journaliste toujours. Donc, j'ai été reporter, j'ai été rédacteur en chef à Libération, mais j'étais comme toi un passionné de la transformation numérique. Et ce que j'ai aimé là-dedans, c'était pas tellement que ça nous permette, comme les médias ont pu le croire à un moment complètement à tort, mais de vendre plus de papier, mais de réinventer la relation avec le lecteur. Et c'est ce qui m'anime toujours.
on était à ce moment-là dans un monde où on avait espoir, vous l'avez tous dit, hein, une ouverture générale, et puis tout ça aurait pu très bien finir, et puis en réalité, c'est comme toujours, c'est en fait le reflet d'une réalité, donc la réalité, elle est souvent un peu glauque, elle est en tout cas grise, on va dire, donc je pense que le monde de l'Internet et des plateformes et du social est de plus en plus gris, et souvent un peu dark. Mais malheureusement, c'est le dark qui remonte. Mes relations avec les plateformes, après avoir passé du temps dans les médias et être rédacteur en chef, etc., à Libération, et directeur numérique, il se trouve que j'ai passé les 10 dernières années à Google, donc je connais bien. Je fais partie de ceux qui ont milité à l'intérieur de Google pour expliquer à quel point le journalisme était important. Mais je me suis battu autant avec Google qu'avec les éditeurs pour pas juste avoir des subsides, on y reviendra, de la part des plateformes, mais essayer de réinventer leur modèle. Et donc j'ai tendance à être un peu au milieu de tout ça et un peu critique des deux côtés parce qu'il faut que chacun fasse l'effort. Mais voilà, j'ai monté la Google News Initiative, le D&I Fund. Donc pour simplifier, j'ai réussi avec d'autres, pas seul, mais à convaincre Google de nous donner sur à peu près 8-10 ans 500 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal quand même, qu'on a injecté dans l'écosystème des médias pour stimuler l'innovation. Je pense que ça a été certainement les plus grosses initiatives un peu partout dans le monde, on y reviendra. Mais une chose qui me frappe là, parce que tout le monde parle de plateforme, je me permets de te tutoyer, tu parles de social, tu parles de Facebook, tu es sur le social, moi je parle de Google, il n'y a pas les plateformes, ça n'existe pas ce truc-là. Ça c'est une erreur. Il y a différentes plateformes avec différents modèles qui eux-mêmes ont des cultures internes différentes, elles ont un point commun, elles viennent de la Silicon Valley, il y a un mindset américain, il y a un truc... Excuse-moi. Sauf TikTok. Absolument. J'allais venir à TikTok le dernier, mais plateforme en général, on entend GAFA. Alors ceux-là, elles sont quand même plutôt colorées là-bas. Mais c'est vraiment important de comprendre les différences pour bien les adresser. L'autre élément, c'est on a parlé de travailler ou pas avec les plateformes. On collabore avec les plateformes, ayez ça en tête. On collabore. Au mieux, on collabore, mais on ne coopère pas. C'est pas de la coopération. Donc là, il y a un sujet expliquer aussi. Cette nuance ? Oui, c'est-à-dire que il faut que des opportunités se rencontrent et créer les conditions de l'opportunité. La coopération, c'est différent. C'est un élan d'aller vers l'autre parce que presque pour son ADN, pour ses valeurs, on a envie de l'aider. Alors Google a certainement été là-dedans au départ. Ils y sont plus. Et ça fait longtemps que même en interne, c'était, je pourrais raconter un peu l'interne, c'était très compliqué d'avoir une discussion sur les valeurs. Donc la coopération, il y a un mouvement vers l'autre. La collaboration, c'est une rencontre d'intérêt finalement. Donc il y a des collaborations ponctuelles. Il faut avoir ça en tête. C'est comme ça qu'on crée aussi les rapports de force. Je vais très vite sur ce que je fais aujourd'hui, puis on refera le truc. Alors d'abord, le journaliste en moi, il y a 2 fautes. Donc c'est pas Ideation, mais idéation, et pas whiteboard, mais whitebeard. Mais ceci dit, j'aime bien les deux, alors peut-être que je vais y réfléchir. Je parle surtout là de whitebeard. Moi, un truc que j'ai vu en finançant l'innovation, c'est à quel point il y avait de l'overlap idiot. C'est-à-dire que les médias, globalement, ceux qui publient, qui veulent réinventer la relation avec le lecteur, ils ont tous besoin d'un outil pour gérer le contenu, pour le distribuer, pour le monétiser, d'un CRM, d'un paywall, etc. Tout le monde se le paye, tout le monde croit que y a des outils gratuits comme WordPress, et en réalité c'est un nightmare et ça coûte... Voilà, donc nous, j'ai essayé de convaincre Google de fabriquer un CMS, d'être un empower pour tout le monde. J'ai pas réussi. Donc, j'ai investi dans une boîte. On a créé un all-in-one plateforme pour les publishers small and indépendants, on va dire. Donc, vous. Donc, voilà. Si vous voulez en parler, ce serait avec plaisir. Alors, tu dis il y a des différences entre les plateformes américaines et les plateformes, ça n'existe pas. Pourtant, on les a vus alignés comme à la parade, tous, de Google à Amazon, en passant par Meta et d'autres, et bien sûr X avec Elon Musk, derrière Donald Trump quand il a prêté serment. Est-ce que ce ralliement de ces acteurs américains au président américain
a eu un impact et un impact constatable, selon toi, pour commencer? Non, mais alors d'abord, j'ai pas dit que les plateformes n'existent pas, j'ai dit qu'elles étaient différentes, donc c'est pas un bloc. Il y a un endroit où elles sont en bloc, et c'est bien pour ça que j'ai parlé des Américaines et de la Silicon Valley, c'est qu'in fine, elles défendent leur business. In fine, c'est des boîtes qui ont des actionnaires, des boîtes qui veulent faire de l'argent, et après tout, c'est normal pour une boîte privée. Donc, in fine, c'est ça. Donc, quand on s'aligne sur Trump, c'est parce que penser, je veux dire, dans le journalisme, c'est éminemment politique. Le journalisme, ça nourrit la politique, ça nourrit la démocratie. Les plateformes, c'est pas leur enjeu au départ, hein. Donc elles ont un rôle démocratique, plus ou moins, mais voilà, c'est des business quand même. Donc pourquoi ils s'alignent? Parce que le vent change, le pouvoir change, on défend notre business, on s'aligne. Donc là-dessus, elles ont des points communs. Est-ce que ça veut dire qu'elles vont être toutes alignées sur les pratiques? Probablement pas, parce que leurs business sont différents. Facebook, c'est un business de la captation, depuis toujours. Le journalisme, ils s'en foutent, ils n'en ont pas besoin. Je ne parle pas d'Insta, je ne parle pas de TikTok, il y a des différences. Google, c'est un business du partage et du mapping de l'Internet et donc du renvoi de trafic. C'est le plus gros accélérateur marketing au monde, qu'on le veuille ou non. Il devrait peut-être payer plus cher pour ça, mais c'est ça. Donc c'est fondamentalement... Ils en renvoient de moins en moins. Excuse-moi? Ils en renvoient de moins en moins. Et ils vont en renvoyer encore moins parce que les règles du jeu changent. Mais sur ces 20 dernières années, ça a quand même été ça l'histoire. Il n'empêche que l'ADN, c'est ça. Donc l'open web pour Google, c'est très important. Facebook, c'est la privatisation de l'Internet. Depuis longtemps, il y a des endroits où c'était la clé d'entrée sur l'Internet. Donc, c'est pas parce qu'elles font bloc d'intérêt, en communauté d'intérêt, qu'elles avancent systématiquement tous dans le même sens et qu'elles ont les mêmes intérêts. Lina Atala, est-ce que cette présence de ces patrons de la tech derrière Donald Trump, est-ce que ça a eu des effets visibles en Égypte, par exemple? يعني هو لسه بدري من ناحية ان احنا نشوف بشكل مباشر نتيجة التحالف اللي حصل، بس في نفس الوقت التحالف اللي حصل متوقع للأسباب اللي لودوفيك اتكلم عليها، والتغييرات حاصلة في الواقع يعني من قبل ما ترامب يجي. احنا يعني المفروض ان احنا ما نتفاجئش او ما ننتظرش حاجة مختلفة من هذا التحالف. هي تحولات شغالة بقى لها فترة. ايه هي التحولات دي بشكل اساسي؟ وانا متفهمة فكرة انها مواقع مختلفة وفي حاجة اسمها فيسبوك وفي حاجة اسمها جوجل ومتفهمة تماما، وده مسؤوليتنا ان احنا نشتبك مع المساحات دي كل منها بحسب افادتها لينا. لكن الحاجة الاضافية على كلام لودوفيك في ازاي المواقع دي متجمعة بشكل من الاشكال في تحكمها في قدرتنا على الشغل، هو فكرة البارير تو انتري، فكرة قدرتنا على التواجد في المساحات دي. بمعنى انه ايه فرصتي انه اكون موجودة في الفايندز بتاعت جوجل كموقع بشكل عام وكموقع محجوب في مصر. الفرصة دي الحاجة المؤكدة اللي بتحصل من قبل الموضوع بتاع ترامب ده انها فرصة بتتضاءل بنفس المنطق مع البيزنس موديل المختلف تماما لميتا والاكس. برضو فرصتي في التواجد والظهور للكوميونيتيز المنغلقة الموجودة داخل المساحات دي ما بيحصلهاش حاجة غير انها بتتضاءل مع الزمن. وكل محاولات الكوبيراسيون مش الكولابوراسيون او مش عارفه التفرقه بالعربي هتبقى عامله ازاي، بس التعاون بمنطق المصلحه مش بمنطق ان احنا متخيلين ان احنا ممكن يبقى عندنا قيم متشابهه وانهم هيساعدونا لمجرد انهم بيحبوا الديمقراطيه او بيحبوا الاصوات الحره. وبالمناسبه احنا عمرنا ما كان عندنا هذا التوقع حتى من أيام الربيع العربي والثورات العربية، عمر ما كان في هذا التوقع. هي كانت علاقة استغلال، زي ما هم بيستغلوا احنا بنستغل برضو بطبيعة الحال. بس هي الفكرة الأساسية إنه
محاولات الاشتباك دي اللي هي بنحط فيها مجهود كبير، بنحط فيها أشخاص، بنحاول نشوف إيه الفرص الكامنة في موضوع الذكاء الاصطناعي. كل الحاجات المختلفة دي لغاية دلوقتي مش بتحطنا في موقع مكسب، بل بالعكس. احنا كل الوقت بنحط موارد كتير جدا في حاجة يبدو لي مع الوقت انها على قد ما هي مهمة، على قد ما هي ممكن تكون بتشردنا عن ان احنا نحاول في مساحات اخرى ومختلفة. وممكن اتكلم عن المساحات الاخرى والمختلفة في سؤال تاني. Abi Niakate, est-ce qu'il y a eu constatation chez Brut de changement depuis la période récente et depuis l'élection de Trump? Pas vraiment, je suis d'accord avec Lina, je pense qu'il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Ça fait 100 jours que M. Trump est au pouvoir, je pense qu'il va falloir attendre un tout petit peu. On a la toute petite différence un peu, c'est que c'est vrai que moi je parle vraiment des réseaux sociaux d'un point de vue africain, de ce qu'on voit surtout sur les plateformes en Afrique. C'est vrai qu'à un moment, dans les années 2021-2022, on avait un peu plus de difficultés à faire émerger du contenu à caractère politique. Et là, on sent depuis... Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, c'est que on a, comme je vous disais, on a des chiffres et on avait des tendances où, évidemment, tout ce qui est feel good, cuisine, loisirs, entertainment, etc., surperformait. Certains disaient que c'était normal, etc., parce que sur les plateformes, notamment sur TikTok, etc., on a des populations qui sont très jeunes, mais on sentait quand même qu'il y avait en termes, alors je ne sais pas si c'était au niveau des algorithmes ou quoi, je pense que c'était au niveau des algorithmes, où on avait quand même beaucoup plus de mal à faire émerger même du contenu très bon mais politique, alors qu'on sait que les populations africaines sont extrêmement politisées. Et aujourd'hui, on sent depuis quelques mois que c'est un peu plus easy. Que le politique passe mieux. Le politique passe mieux. Ça, c'est mon sentiment à moi. Et on le sent dans les chiffres aussi. Après, encore une fois, les conclusions, il va falloir les tirer, je pense, dans 6-7 mois, etc. Après, là où je suis totalement d'accord, je pense que c'est Nadim qui disait ça tout à l'heure, sur le fait que les plateformes... que ce soit sur Meta ou sur TikTok, c'est la même chose pour moi, ont une représentation du monde. C'est-à-dire que moi, quand on est africain, par exemple, quand on bosse sur des médias africains, c'est la croix et la bannière pour trouver ne serait-ce que les bons interlocuteurs chez les plateformes. Moi, sur TikTok, il y en avait, sur l'Afrique francophone, par exemple, il n'y en avait pas. Il y avait pas de... Même chez Facebook, pour avoir eu cette expérience-là, il était censé y avoir des gens en Afrique du Sud qui pilotaient l'Afrique francophone, et ces gens n'existaient pas, les postes n'étaient pas pourvus. Les postes n'existent pas. En termes de monétisation, c'est un cauchemar parce que l'Afrique, pour ces grandes multinationales, c'est pas rentable. Il n'y a pas assez de volume. Il y a quand même aussi pas mal de préjugés sur plein de dimensions comme ça. C'est un travail de longue haleine en fait, parce que... Et sur TikTok, c'est pareil. Sur TikTok, ça va plus vite parce qu'il y a un changement, il y a une souplesse dans ce que je vois moi, en tout cas dans mes interactions. Il y a une souplesse chez les gens de TikTok qui va plus vite. Aujourd'hui, moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas effectivement de pôle Afrique francophone. Maintenant, ça commence à exister. On est un peu plus écouté, etc., etc., etc. Mais voilà, juste pour dire sur ce point-là que quand effectivement, parfois, on vous renvoie dans vos relations avec les plateformes, à votre place dans la géopolitique et à votre place dans le monde, de manière parfois extrêmement brutale. Et c'est quelque chose qui se gère et qu'il faut gérer de manière assez pragmatique. Nadim, est-ce que vous, de votre côté, vous avez constaté, alors vous l'avez déjà un peu exprimé tout à l'heure, mais qu'il y a, notamment pour tous les contenus ayant trait à la Palestine, une invisibilisation ou un rôle des algorithmes qui serait particulièrement défavorable?
بس قبل ما نحكي عن فلسطين مهم لي نحكي انه عن الشركات وسياساتها بشكل عام، لانه هو سؤال كمان لاي عالم لاي واقع احنا عم نروح عليه، يعني كمان جلوبالي مهم نفكر فيه. وسياسات اليمين المتطرف الامريكي وكيف هي بتاثر على الشركات. يعني هاي الشركات عمليا على مدار عقد او اكثر ادعت انه هي عندها توجهات وقيم معينه، فتحت وحدات حقوق انسان داخلها، كمان جوجل، كمان ميتا، وكل الشركات الامريكيه الاخرى. وتيك توك يمكن مش شركه امريكانيه بس هي تتبع يعني بكثير من الامور السياسات لهي الشركات، خصوصا لأنها بتحاول تشرعن وجودها داخل الولايات المتحدة. وحاليا سقط القناع، يعني سقط القناع حتى قبل انتخاب ترامب بعدد من الأشهر. كثير من رؤساء هاي الشركات راحوا عنده على ميامي وخضعوا عمليا، وكان في شعور انه في تغيير جذري بالسياسات الامريكانيه، وهي الشركات بدها تحافظ على حالها، وزي ما ذكر لودفيك انه هي همها الربح، همها الوحيد هو الربح، فبالتالي ما في اي شيء. واحنا طبعا توقعنا منهم وتوقعنا انه لا، في امور معينه، الموضوع مش بس موضوع ربح، يعني فاهمين انه هاي راس مال وراس ماليه وما الى ذلك، بس على الاقل اذا هم كان عندهم ادعاء انه في عندهم حواجز معينه او عندهم مبادئ معينه ادعوا فيها، ادعوا على مدار سنوات انهم بيحموا المثليين، ادعوا بيحموا المهاجرين، الفئات المستضعفه. يعني قبل ما نوصل للشرق الأوسط وفلسطين، لكل هاي الفئات إسا ما في أي حماية، يعني أنت بالعكس كل الأشياء مشجعة. كمان كل موضوع الفاكت تشيكينج ونزاح عن الطاولة، فأنت يعني في عالم وفي عالم موازي وفي عالم آخر يعني، وأنت بتختار أي حقائق بدك تعيش حسبها يعني. فكل هذا بيأثر على حياتنا كلياتنا بالنهاية. يعني سؤال أي عالم إحنا رايحين عليه وأي قيم اللي عم مندافع عليها. بس دحكي بسياق فلسطين وعينيا عن جوجل. جوجل كانت بالمواثيق تبعتها تكتب انه احنا مش راح نسمح للاي اي تبعنا يستعمل للتسليح، للويبنايزيشن اوف اي اي، انه لا احنا ممنوع. وجزء من التغييرات بعد رئاسة ترامب انه هو جوجل ازالت هاي الجملة من موقعها. ولما احنا قعدنا بوحدة من المؤتمرات الأخيرة مع رئيسة وحدة حقوق الإنسان بشركة جوجل، قالت لا احنا عندنا كونتراكت مع عدة وزارات دفاع حول العالم. بس مشان يعني تفهموا شو معنى weaponization of AI، يعني بغزة الحكومة الإسرائيلية قتلت عشرات الآلاف من الناس وهدمت هدم يعني هائل لمساحات شاملة عمليا من خلال الويبنايزيشن اوف اي اي. يعني بمفهوم انه الحكومه الاسرائيليه ما عندها كومبيوتينج باورز تقدر تشغل السلاح وقدره الهدم هاي، فهي بتلجا لمايكروسوفت، هي بتلجا لجوجل، بتلجا لامازون. فكل هاي الخدمات الكمبيوتر باورز والخدمات السحابيه اللي عمليا اللي عم تنعطى الحكومات. إذا مهم انه نتذكر انه اللي بصير بغزه مش راح يضل بغزه، اللي بصير بغزه راح ينتشر لكثير مناطق بالعالم، وهو عمليا شيء اللي اليوم تغيير جوهري احنا بنشوفه كيف تدار الحروب، وكيف انه النظام اللي انبنى بعد الحرب العالمية الثانية لحماية المدنيين، لحماية أسس، فإسرائيل خالفت كل الأعراف والمواثيق الدولية عمليا، وخلقت نوع من أجندة معينة اللي فيه يوم حاكم معين، حاكم قمعي عم بشوف شو إسرائيل عم تعمل، التكنولوجيا كيف عم تعمله، وبكرة هو راح يأخذ كمان كونتراكت مع جوجل ومع باقي الشركات ويقتل شعبه أو يقتل شعوب أخرى. وهذا العالم اللي احنا عم نفوت عليه. مهم لي كمان أنه نذكر أنه التغيير هو شيء راح احنا شفناه بفلسطين وعم نشوفه، لأنه القمع موجود كل الوقت للرواية الفلسطينية. فأنت كمان عايش بحرب وحرب إبادة، وكمان ممنوع تكتب عن وتوثق الحرب اللي عم بتصير عندك، وممنوع تكتب عنها، وصوتك يقمع والصحفيين يقمعوا. وممكن يعني لاحقا نحكي أكثر عن كيف قمع الصحفيين الفلسطينيين عم بتم. Ok. Il y a eu l'évocation, je vais donner la parole, Ludovic, mais du rôle de l'IA. Et je voudrais aussi qu'on aborde cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle change la donne aussi, d'une manière ou d'une autre, Ludovic? Je ne sais pas si tu veux commencer. Ouais, est-ce que je peux juste réagir à deux choses que j'ai entendues là? Parce qu'il y a beaucoup de mythes. C'est vraiment important, je crois, pour tout le monde de les casser. Le mojo de Google, c'était Don't be evil. C'est plus vrai.
Et on croit qu'il y a des petits mecs comme ça qui ont des agendas politiques, qui changent des curseurs, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il y a vraiment un agenda business. Et tu parlais du monde et de la représentation. On n'a pas d'interlocuteur, etc. C'est très juste. Mais en fait, c'est une mécanique américaine. Comment le monde est divisé? Moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé là-bas. Il y a IMIA, Europe, Middle East, Africa. 65 pays, 75 pays. Il y a LATAM, Latin America. 25 pays. Il y a Asia-Pacifique. Ça va de l'Australie à l'Afghanistan en passant par la Chine et compagnie. Et il y a North America, 2 pays. Voilà, donc tout est dit là-dedans. Et c'est concentré North America. Donc ayons en permanence ça en tête. Je pense que c'est fondamental, plutôt que de penser qu'il y a toujours des agendas, il y a des logiques d'opportunité. Et si on veut installer le bon rapport de force, il faut installer un rapport de force juste, plutôt que d'être dans les mythes et de penser qu'il y a une réflexion politique par une seule personne. C'est pas vrai, c'est pas l'histoire. Non, j'ai bien compris que tu disais pas ça. J'ai bien... Attends, je vais te donner la parole parce que sinon, pour la je vais dans ton sens, au contraire. Hein. Et d'ailleurs, tu vois qu'ils ont annoncé aujourd'hui en Afrique du Sud la création d'un fonds. C'est justement parce qu'on leur dit, mais réveille-toi à cet endroit-là. Donc je vais au contraire dans ton sens. Hein. Mais je crois qu'il faut bien qu'on l'ait en tête. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que si on s'appelle pas à eux, et ben ils le font pas. Voilà. L'IA, c'est un changement complet des règles du jeu. Alors là, je peux parler moi que de ce que je connais bien, enfin surtout de Google. C'est que Google, c'était l'économie de la redistribution, je te donne de l'audience et du partage. Là où c'était où c'est complexe, c'est à la fois je te donne l'audience, mais je monétise avec toi, chez toi, même si on repartage. Donc je suis un peu acteur de l'ensemble de la chaîne. Bon, pas bon, on peut en discuter. L'IA, on rentre dans une mécanique de captation où l'internaute, on va dire, le lecteur, est destiné à ne plus sortir. Mais il n'y a pas que ça. C'est que là où on se contentait de titres, de sous-titres et on renvoie des choses, c'est l'économie de l'intelligence qui est piquée pour construire de la valeur. Et là encore, les médias se sont réveillés trop tard. Hein. C'est fini. Je veux dire, les contenus qui devaient être scrappés, ils ont été scrappés. C'est fini. Ensuite, il y a un petit enjeu d'actualisation quand même. Ouais, mais c'est peanuts, ça. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des deals dans chaque pays avec 3-4 acteurs. Une fois que tu as dealé avec une grande agence de presse, avec un journal de référence, avec un vertical économique, un vertical lifestyle et un vertical sport, tu as besoin de qui pour satisfaire 99,5% des gens? Personne. Donc le sujet, il est ailleurs. Le sujet, c'est qu'est-ce que chacun construit comme modèle et comment il force les plateformes à y participer de façon intelligente. Voilà. Mais l'IA, c'est vraiment un changement fondamental de la relation. Lina, sur cet impact de l'IA, il y a des choses qui se constatent déjà en Égypte, par exemple? أنا متفهمة طبعا يعني جوهرية التغيير اللي بتحصل مع الذكاء الصناعي ولكن النموذج بتاعنا من اليوم الأول كان مرتبط بمتابعة ما هو خبري كمدخل لفهم التغيير اللي حوالينا. فإحنا دايما هنبقى في الماضي بتاع الاي او الماضي بتاع الذكاء الاصطناعي، بمعنى انه الفكرة دايما في ما يحاول جمعه هذا الذكاء هو ما حدث بالفعل، ما هو موجود. يعني كميات هائلة من الداتا ومن المحتوى هترد على أسئلة ناس كتيرة جدا، ولكن الحاجة اللي بتفضل دايما مختلفة هو إيه اللي بيحصل دلوقتي حالا، إيه المختلف. وفي الحقيقة الاختلاف هائل وعظيم والتحولات هائلة وعظيمة، وعشان كده أنا حاسة بأهمية كل حاجة لسه بتتنشر في سياق محاولة تفكيك ما هو جديد، محاولة فهم التحولات اللي حوالينا،
وفي رأيي دي الجزء اللي هيبقى صعب جدا إنه يتم تغطيته من خلال التقنيات الذكاء الصناعي. هو ده يعني هي دي المنطقة اللي احنا يعني بنجادل إنه مهم إن احنا نفضل نعملها، وفي نفس الوقت وبنفس المنطق عمرها ما هتبقى علاقة من نوعية إنه ما ينفعش نتعامل مع هذا الشيء. أنا بالنسبة لي إزاي نتعامل مع هذا الشيء بقدر إنه يساعدنا على مهمتنا اللي هي يعني بيبقى فيها جزء إنساني مرتبط ب تاني متابعة وفهم وتفكيك ما هو جديد. Abby, c'est intéressant dans le cas de Brut, puisque vous êtes à la fois confronté à cette intelligence artificielle externe qui touche tout le monde et la distribution potentiellement des contenus, mais vous avez aussi beaucoup d'expérimentation en interne à base d'intelligence artificielle. Complètement. Nous, on s'est dit, de toute façon, comme il disait, l'IA est là. Hein. Nous, on l'a intégré. On l'utilise, on forme nos journalistes. Moi-même, j'ai eu une formation la semaine dernière à comment on intègre l'IA dans la production de nos contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai des journalistes qui créent eux-mêmes des images, les utilisent ensuite dans leurs reportages. On n'a plus besoin de scripter des vidéos, puisque chez nous, tout est sous-titré. Maintenant, c'est l'IA qui le fait. Aujourd'hui, quand vous avez une vidéo de 1 heure, vous pouvez la mettre dans une application et elle va vous dire quel est le moment qui va être le plus viral, potentiellement le plus viral sur des réseaux sociaux, et elle vous coupe 45 secondes et généralement ça marche en plus. Donc ça fait peur, mais nous on l'a intégré à plein d'étapes de production de nos vidéos. Dans le montage, aujourd'hui quand on a une séquence qu'on tourne sur le terrain où le son est pas très bon, l'IA aujourd'hui fait des améliorations assez incroyables. Donc en fait nous on intègre je fais pas partie des gens qui pensent que ça va forcément supprimer nos boulots, etc. C'est juste que, en fait, moi, je suis trop contente parce que j'apprends plein de trucs. Ça a complètement renouvelé mon job. Bon, je suis head chef, c'est vrai que je reste sur le fond, etc. Mais maintenant, j'ai plein de dimensions à prendre en compte. Il faut que je fasse attention à ce que mes journalistes soient bien formés, qu'ils aient une certaine ouverture d'esprit, qu'ils puissent utiliser plein de nouveaux outils qui existent. Donc non, c'est plutôt génial. On a, en termes d'archives aussi, parfois des archives qu'on améliore avec l'IA. On l'a fait récemment avec des moments des indépendances africaines, etc. Donc pour moi, c'est un nouveau terrain de jeu et qui est juste génial. Je sais qu'il y a des problèmes de propriété intellectuelle, etc. Mais nous, ça révolutionne notre job et en fait, on recrute même des gens pour ça. Donc au final, il y a certaines fonctions évidemment qui sont moins présentes, type documentaliste, relecteur, etc., où on réduit un peu la voilure, mais on crée d'autres jobs autre part. Voilà. Peut-être pour ouvrir le dernier volet de cette discussion, de cette conversation, avant de vous donner la parole et d'écouter vos questions ou vos témoignages, peut-être qu'on va en venir maintenant à ce qu'il faudrait faire pour rééquilibrer ou tenter de rééquilibrer les relations entre les plateformes et les médias et peut-être le public. Nadim, de votre côté, quelle est votre vision de ce qui permettrait de rééquilibrer ces relations? أفكر يعني مهم جدا إنه إحنا نشتغل على وضع حدود ووضع كمان رؤية واضحة لاحترام حقوق الإنسان. واضح إنه في سوق وفي رأس مال وفي ربح وفي عوامل مؤثرة على إيش عم بصير، بس كمان أنا بفكر إنه كثير مهم إنه هاي الشركات تحاسب. المحاسبة
لهاي الشركات وللضرر اللي عم بيعملوه مهم، لازم ينحكى عنه، لازم يتم هاي الشركات كمان احنا يعني كفلسطينيين بدنا نحاسبهم، بدنا نوصل معهم حتى لمحاكم بالمحل اللي هم كمان بمسوا بحقوق الإنسان الفلسطيني. بس أعتقد أنه هذا الموضوع هو مش بس فلسطيني، أنا بعرف أنه كمان في عدد من النشطاء من منامار من مناطق مختلفة بالعالم اللي أخذوا هاي الشركات على محاكم أمريكانية، محاكم في بريطانيا، على أساس كمان يكون في هاي المحاسبة. لأنه لا يعقل أنه هاي الانتهاكات عم بتصير، لا يعقل أنه إحنا نكون بعالم اللي فيه بس الربح وبس المصاري هي المحرك الوحيد. وهذا الشيء عم بصير أصعب، يعني خلينا نكون واقعيين، هذا الشيء عم بيكون أصعب بالواقع السياسي اللي عم نعيشه مع سياسات اليمين المتطرف اللي صارت بأمريكا وبعض المواقع بأوروبا. نقطة ضوء أو نقطة أمل معينة هي التشريعات الأوروبية. لما بنحكي عن الديجيتال سيرفيس أكت، عن الاي اي أكت، اللي هي كمان أدوات اللي بتشكل لنا كمجتمع مدني يعني كمان خارج أوروبا إمكانية لمحاسبة هاي الشركات، لنوع من شفافية عن المعلومات عن وين عم بيصيروا. فهاي نقطة. وأنا يعني كل أمل إنه كمان في مناطق أخرى، وأعتقد في بعض المبادرات بجنوب أفريقيا كمان بالعالم الجنوبي، كمان بالدول الجنوبية يتم وضع يعني قوانين وتشريعات اللي تحاسب هاي الشركات. ومش بالضرورة مثلا يحطوا 76 دولة زي ما ذكر إنه كلكم على كونتاكت بيرسون واحد وعلى وحدة. وإذا أنتم بدكم تربحوا من هاي الأسواق فمعناها أنتم كمان بدكم تعطوا الخدمة اللازمة، وبدكم تحترموا الناس وتحترموا حقوقهن وتحترموا وجودهن ولغتهن وثقافتهن وما إلى ذلك. ومش لازم نترك الساحة لهاي الشركات لوحدها. Ludovic, l'homme de l'intérieur. Si je résume, donc Nadim pense qu'il y a des choses à faire du côté du droit, du côté juridique, du côté de la réglementation, de la législation. Toi, tu nous as parlé, si je résume, de créer des opportunités et d'instaurer des rapports de force. Pour résumer globalement, on fait ça comment ? Alors d'abord, bon, moi je connais l'intérieur, mais j'ai toujours été l'homme de l'écosystème. Donc moi, mon truc, c'était justement de faire des ponts et de pas défendre spécialement le produit, mais de défendre le journalisme. Donc ça, je tiens à le dire parce que il n'y a rien qui a changé pour moi là-dessus. Il n'y a pas de solution miracle. Donc déjà, on commence par mettre... Moi, je dis souvent, c'est servez-vous des plateformes, mais ne les laissez pas trop se servir de vous. Et quand on a ça en tête, on commence par faire un truc qui doit être la base du métier de journaliste, avec ses sensibilités, ses différences, son regard sur le monde. C'est d'abord de construire un lien avec son lecteur, et c'est ensuite de trouver une façon de monétiser, que ce soit par l'abonnement, par la diversification, par un café qui finance le journalisme ou un resto, ce que vous voulez, mais l'indépendance des salles de rédaction ne peut être garantie que par vos lecteurs ou par votre financement. On commence par avoir ça en tête. Donc la surdépendance aux plateformes, c'est aussi dangereux que la surdépendance à un actionnaire quand on n'a pas de modèle économique. On commence par là. À partir de là, on est fort. À partir de là, on a un levier. Et là, on essaye de construire des coalitions parce que si on est tout seul dans son coin, on va pas très loin. Donc, on s'en fout des plateformes, on reste avec ses lecteurs et on vit bien. Et une niche, c'est très bien. Et sinon, ce qu'on va chercher sur les plateformes, on essaye d'aller le chercher ensemble. Et pour ça, il faut avoir des intérêts, trouver les minimums des dénominateurs communs, quoi. Et je pense que le plus important, l'accountability, c'est bien. La régulation, c'est bien, mais tout ça, c'est à double tranchant. Prends par exemple GDPR en Europe. C'est formidable. RGPD, le règlement sur les données personnelles. Voilà, formidable, super intention. Le but, c'était de mettre de la transparence dans tout ça et de faire qu'il y ait plus de respect de la vie privée, etc., etc. Le résultat, c'est que ça a été tellement mal fait qu'on a renforcé les plateformes parce qu'ils avaient tous les gens dans leur écosystème, alors que les petits business ont mis... ça a été terrible pour s'adapter à ça. Donc, en réalité, la régulation, il faut avant tout exiger, demander de la transparence sur des points précis.
À partir du moment où on a de la transparence, on peut travailler les données, on peut faire du juridique, on peut faire du journalisme. Et là, l'accountability suivra. Mais si on le fait sur des présupposés, des feelings, etc., on perdra toujours. Donc, la transparence sur des points extrêmement précis, l'utilisation des data, etc. Pour moi, c'est là-dessus que la régulation devrait avant tout se porter. Et ensuite, c'est facile de la chiffrer. Et sur les données, justement, parce que beaucoup de médias se plaignent de ne pas avoir accès à suffisamment de données sur ce qui se passe sur les plateformes avec leur propre contenu. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas quelque chose aussi à réclamer ? Mais je te dis, c'est là où je pense que la régulation serait utile. Plutôt que de dire dans chaque pays, on veut un chèque de tel montant et on est incapable, parce que notre contenu voudrait ça et personne n'est capable de le prouver. Parce qu'il y en a un qui peut dire, en France, il faudrait que Google me donne 200 millions. Mais pourquoi 200 millions? Explique-moi. Alors, moi, je suis Google, je te fais la preuve que ton contenu ne vaut rien parce que je te déréférence et je vois que et Facebook l'a fait et a prouvé que pour eux, en termes business, ça ne valait pas grand-chose. Au Canada, oui. Excuse-moi? Facebook l'a fait au Canada. Facebook l'a fait à plusieurs endroits, dont le Canada. Il y a eu l'Australie, il y a eu le Canada, il y a eu plein de choses. Mais en réalité, Facebook a même montré qu'ils n'en avaient pas besoin. Google, c'est différent parce qu'on ne peut pas avoir comme mission de donner accès à l'information mondiale et de pas l'information en général, hein, pas juste de news, mais pas considérer que c'est un élément important. Donc ça a une valeur, mais une valeur non immédiate, très difficile à monétiser. Donc si on commence par la transparence, on arrive à des choses. Donc je crois que c'est là-dessus que la régulation devrait avant tout se porter. Avant de donner la parole à Lina, si vous souhaitez poser une question ensuite, je vous invite à venir rejoindre les sièges des premiers rangs. Je vous passerai un micro. Ah, il y a quelqu'un qui peut distribuer un micro? Ok, donc ok, c'est bon, très bien. Lina, quel moyen, quelle stratégie pour essayer de rééquilibrer ces rapports entre les médias et ces plateformes qui jouent un rôle clé et à ce stade irremplaçable pour la distribution des contenus journalistiques? طيب احنا استراتيجيتنا في الموقع في مدى مصر كانت من اليوم الاولاني هو بالظبط زي ما لودوفيك كان بيشرح انه ازاي ما يكونش في اعتماد كامل وشامل على مساحات التوزيع اللي بقت تقليديه دلوقتي ميتا بكل منتجاتها واكس وكل منتجاته وهكذا وحتى لو حصل يعني تحولات مع الحجب واعتماد أكتر على هذه المواقع بقى في وضوح وأعتقد أنه تجربتنا السياسية كلاعبين في الهوامش من عشرات السنين بتساعدنا دايما في الموضوع ده أنه إزاي نحافظ على اسم ومنتج مقترن باسمنا بشكل يخليه ما يدوبش كده في مية أو في بحر الفيسبوك والسوشيال ميديا وحتى الآليات المختلفة زي جوجل وهكذا. دي حاجة أساسية بالنسبة لنا، إزاي البراند الاسم يبني الكوميونيتيز بتاعته حتى لو بالراحة، وإزاي نستفيد من فكرة إنه في الآخر إحنا مش متون، إحنا هوامش. عمرنا ما الهدف كان إن إحنا نبقى ماس ميديا من اللحظة الأولى. فإزاي الحساسية دي ممكن تخلينا الناس لما تخش على السوشيال ميديا حتى لو ما بقتش تزور مواقع، حتى لو ما بقاش في ثقافة زيارة الهوم بيج أو الموقع، تبقى عايزة تشوف مدى مصر قالت ايه في الموضوع ده، او ايه الاستقصاء اللي عملته مدى مصر حوالين القضية دي. دي حاجة مهمة جدا بالتوازي مع الاشتباك المستمر والحتمي مع المساحات المختلفة، بالعودة مثلا للذكاء الاصطناعي في حتمية من ان احنا نستخدمه كآلية مساعدة للي بيحصل حوالينا، بل بالعكس ان احنا لما نعمل له فيدينج بالعربي اكتر، نديله من الداتا بتاعتنا اكتر، ممكن نحسن ما يمكن أن يقدمه لمجتمعاتنا ولمواقعنا وهكذا. بس الفكرة الأساسية هو أنه ما يكونش فيه شعور أنه هو ده الانتصار، أنه هو ده المستقبل. في الحقيقة تاني المستقبل يعني خلي ال AI يقول لنا
اللي حصل، بس خليه ما يقولناش ايه اللي هيحصل. احنا المفروض نشوف ايه اللي هيحصل. احنا المفروض ان احنا يبقى عندنا السلطة بشكل من الاشكال على المستقبل، او نحتفظ بجزء منها خلينا نقول. Abby, comment rééquilibrer ces relations? Est-ce que le dialogue, on a compris, quotidien qui existe entre Brut et des interlocuteurs au sein de ces différentes entreprises, est-ce que ça suffit ou est-ce Non, que... ça suffit pas. C'est ce qu'il disait. Moi, je crois beaucoup au rapport de force. Quand on a 100 000 abonnés, on vous écoute pas beaucoup. Quand on a 10 millions, on vous écoute. ça change le game. C'est pour ça que le contenu est clé. Le contenu, la relation avec l'audience, etc. est clé. Moi, je le vois très bien à mesure qu'on bâtit une audience, qu'on bâtit des communautés, qu'on bâtit des espaces où on peut diffuser du contenu de qualité. Mine de rien, ces plateformes-là, elles ont aussi besoin d'acteurs comme nous, présents sur leur plateforme, parce que ça leur donne de la crédibilité, ça leur apporte du flux, de la circulation, de l'audience, etc. Nous, on le voit, comme il dit, c'est plus on grossit, plus ces plateformes grossissent aussi. Donc, il y a une sorte de codépendance qui fait que... Limité toutefois, puisque ce que disait Ludovic, c'est que dans un certain nombre de pays, Meta a déréférencé, on va dire, les contenus d'information sans dommage pour Meta. Oui, sauf que déjà, ça dépend des plateformes, encore une fois. Quand on est TikTok et que au début, il n'y a que des vidéos de chats qui miaulent et qui dansent et qu'on a envie d'un peu de crédibilité, avoir des médias, des gros médias mainstream, etc., qui viennent mettre du contenu de qualité, ça nous intéresse. Nous, et comme il dit, plus on grossit, nous, notre crédibilité leur apporte aussi. Je donne un exemple assez concret, c'est que depuis 2 ans, depuis 3 ans, on produit par exemple toutes les vidéos du Festival de Cannes. Chez Brut, TikTok est venu nous voir, on a fait une opération avec TikTok parce que c'était super intéressant pour eux d'avoir du contenu premium du Festival de Cannes. Qui dit Festival de Cannes dit le luxe, tout ce que tu veux, etc., qui va avec. Donc ils ont quand même aussi besoin de ces médias qui apportent de la crédibilité et de la qualité d'information. Moi, je pense encore une fois que plus on aura des médias qui, évidemment, sont gros, sont massifs, on aura un rapport de force qui sera plus important et là, on nous écoutera plus. Moi, je le vis au quotidien, hein. Encore une fois, quand on a commencé les pages et plus on grossit et plus on vous écoute. Quand même. Après, on n'a pas tous vocation à devenir des médias de masse. Où on se coalise. On n'a pas tous vocation à devenir des masses qui grossissent, des médias de masse, etc., qui ont envie d'avoir 10, 15, 20 millions d'abonnés. Mais moi, je pense que, en tout cas, dans cette stratégie-là, les médias, et je le vois au quotidien, les plateformes, etc., vous écoutent beaucoup plus. Après, évidemment, ce rapport de force, il existera, mais il sera consolidé que si on a une législation, des gouvernants, etc., qui nous back up derrière. Et c'est vrai que sur le continent africain, notamment, on sent qu'avec la nouvelle génération de dirigeants qui arrive, pas partout, c'est vrai, mais on commence à demander beaucoup plus de comptes au Kenya, au Nigeria, etc., aux plateformes, et ça fait plaisir à voir quand même de voir que on est de plus en plus back-upé par des autorités d'une nouvelle génération. Alors, comme on est entre professionnels, on va pouvoir échanger sur ces questions et sur ces enjeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite apporter un témoignage ou poser une question à nos panélistes? Alors, je vous demanderai de vous présenter rapidement et puis de livrer votre question ou votre témoignage. Bonjour et merci pour les présentations. Je vais parler en français puisqu'il faut préciser la langue. Sébastien Nègre de Radio Rurale Internationale. On travaille avec beaucoup de radios en zone rurale dans une quarantaine de pays africains et on a beaucoup de réflexions sur la façon de toucher les jeunes publics de ces stations de radio, les 15-25 ans pour faire simple. Est-ce que dans vos expériences, vous avez des choses à partager sur la manière de combiner le travail de production sur les plateformes avec la bonne vieille radio qui est beaucoup moins écoutée par les plus jeunes, à la fois en termes de contenu, production de contenu, mais aussi en termes d'éthique, parce que sur la formation des journalistes qui produisent pour ces contenus, il y a aussi beaucoup de travail sur lequel on se penche et vos expériences seraient intéressantes. Merci beaucoup.
Qui veut répondre? Abi, peut-être. Alors la question est compliquée. C'est de savoir comment cibler, atteindre les jeunes via la radio, c'est ça? En combinant radio et d'autres moyens, si j'ai bien compris. Comment combiner? Good question. On va la faire courte. Moi, je vais donner mon point de vue. Les jeunes n'écoutent pas et n'écouteront pas la radio. Donc, il faut aller les chercher ailleurs. J'ai fait une mission au Congo, un pays que vous connaissez, pour Radio Okapi, qui est la radio des Nations Unies sur place. Et je suis allé faire un sondage sauvage et totalement non scientifique à l'université pour demander aux gens s'ils écoutaient cette radio, qui était une radio super importante il y a 20 ans dans ce pays, et qui l'est toujours, parce qu'elle diffuse dans tout le pays, elle diffuse une information de qualité, et c'est particulièrement important. Et ils m'ont tous dit, oui, mais la radio, là, comme ça, c'est la radio de nos parents, voire de nos grands-parents. Nous, on va sur WhatsApp, et il y a beaucoup d'échanges d'informations sur WhatsApp, on va sur TikTok, etc. Mais personne, ou très rarement, sauf pour des moments politiques ou sportifs particuliers, ne se connecte sur la radio dans la jeune génération. C'est sauvage, c'est pas scientifique, mais je pense que c'est quand même révélateur d'une certaine réalité. Surtout en milieu rural, quoi. Mais après, en Afrique, en francophone, en tout cas, c'est vrai que la radio n'est pas morte. Hein. Il y a beaucoup de gens qui écoutent RFI encore, etc. Pas des jeunes, malheureusement, pour RFI. Pas des jeunes, de moins en moins de jeunes, effectivement. Mais effectivement, nous, en tout cas, la seule... nous, on les cible par la vidéo, ça c'est sûr. Après, maintenant, est-ce que les radios ont vocation à faire... plus de vidéos, etc. Bon, ça change la nature du média quand même. C'est pas pour vous dégoûter de... Ouais. Ah, non, on peut pas traduire sinon, donc il faut reprendre un micro. Vas-y. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Il y a beaucoup de réalités où, en fait, ces radios locales-là sont le seul moyen d'information locale. Et malgré tout, ces radios ont conscience de tout ce que vous décrivez de toute façon. Donc, elles cherchent à produire elles-mêmes du contenu local sur ces plateformes. Le but n'est pas d'attirer les jeunes en écoutant la bonne vieille FM. Ils le savent parfaitement, ce constat-là. Ils le vivent au quotidien depuis des années. Donc, ils tentent par différents moyens de produire ce qu'ils font en sonore, sur de la FM, sur des plateformes relativement nouvelles pour informer ces jeunes sur d'autres plateformes. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez vous-même des expériences sur ces choses-là? Le but n'est pas de ramener les gamins vers la FM. Je pense que c'est universellement admis que c'est un combat qui n'intéresse personne. Merci. Est-ce que quelqu'un a des pistes sur comment parler aux plus jeunes quand on est un média traditionnel? Ouais. Peut-être encore. Quelle est la moyenne d'âge de l'audience chez Brut Afrique? 15-40, enfin, la moyenne d'âge. Notre cible, en tout cas, le gros 80% de notre audience, c'est 15-35 ans. C'est les 15-35 ans en Afrique francophone. Et Brut a tenté beaucoup de choses, beaucoup de formats vidéo différents, des podcasts, je crois, peut-être des formats écrits aussi, on a tenté il me semble. On a tenté le podcast en Afrique. Pour être tout à fait honnête, ça n'a pas vachement marché. Ça n'a pas beaucoup marché. Vraiment, nous, pour l'instant, on a tenté aussi des formats de pur son. Du podcast sans images, que du son, etc. Ça n'a pas beaucoup marché non plus. On est vraiment resté pour l'instant, on est vraiment sur de la vidéo et sur de l'information statique, c'est-à-dire de la photo, légendée, etc. Parce que ça marche vachement bien, puisque ça prend pas de data et que c'est de la chips, quoi. C'est hyper consommable de manière assez rapide, quoi. Y a-t-il une autre question, une autre intervention dans la salle? Sinon, moi, j'ai plein d'autres questions. Monsieur. Merci. Oui, Michel Durand-Part, enseignant-chercheur à Toulon et à l'Université de Namur, directeur de l'IMSIC, qui est un peu impliqué dans toute cette affaire. Ça va vous paraître peut-être couper les cheveux en quatre, mais bon, au niveau scientifique, c'est un peu des fois ce qu'on essaye de faire. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ce côté pêle-mêle de la désignation des plateformes, enfin maintenant toutes les plateformes, offres de contenu, streaming, etc.,
ça nécessiterait pas, au-delà du champ scientifique, puisqu'on le fait, que ce soit un peu plus spécifié et un peu plus éclairci de ce qu'est véritablement une plateforme au sens plein du terme et de ce qu'est simplement une offre de contenu en ligne, un portail, ou etc., etc. Enfin, je sais que ça nous importe au niveau scientifique. Est-ce que ça a du sens au niveau, je dirais, de la résonance d'expertise et professionnelle? Je ne sais pas. Et j'aurais aussi une question sur le fait, est-ce que vous pensez, alors pour le coup, que ce qu'on qualifie d'être les grandes plateformes, est-ce qu'elles ont un modèle économique ou un modèle d'approche qui aurait certaines spécificités lorsqu'on est dans les pays africains, dans les pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu, est-ce qu'il y a une forme d'altérité ou de traduction un peu plus spécifique lorsqu'ils diffusent leur contenu ou leurs offres ou leurs services dans ces pays? Alors pour rebondir sur votre question, il y a un chercheur que vous connaissez qui s'appelle Nikos Myrnaios, qui a forgé la notion d'infomédiaire. Donc l'infomédiaire, c'était pour Google essentiellement au départ, au moment où il a soutenu sa thèse, mais c'est un intermédiaire d'information. Et je pense que c'est ça qu'il y a derrière ces plateformes. Les plateformes ne produisent pas d'informations, ne produisent pas de contenu. En revanche, elles sont un intermédiaire ou un distributeur ou ce qu'on veut. Donc je pense que la définition, même si ça recouvre des réalités différentes, elle est là. Mais peut-être que Ludovic, tu veux préciser des choses. Oui, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'à mettre tout le monde vouloir être plateforme, en réalité, même cette définition est plus juste. Netflix est une plateforme et aussi un producteur. Et on pourrait en citer 50. Et je me souviens d'un patron de médias qui m'a demandé de l'accompagner et qui m'a dit « plateformatise-moi cette affaire ». Comme maintenant, on me dit intelligence artificielle, moi cette affaire ». Enfin, c'est ridicule. Donc, il y a des modèles qui ont vraiment des différences. Il n'y a qu'un seul point commun, c'est que s'ils sont gratuits, vous êtes le produit. Bon, et que le produit, il est un peu différent partout. C'est le seul point commun. Et qu'elles veulent faire du business, on en a parlé tout à l'heure. Mais cette espèce de principe, juste les plateformes, juste les GAFAM, c'est tellement réducteur que ça permet de mener des combats culturels, mais pas d'attaquer où ça fait mal, mais aussi de ne pas être autocritique. Et moi, je remercie cette question qui est très difficile à répondre, qu'on a eu là, et pourquoi elle est difficile à répondre. Et c'est le truc qui est joli, c'est que, en fait, il n'y a pas de modèle copier-coller. Notamment quand on est petit, il y a des modèles et des recettes à inventer. Alors moi, je ne veux pas vous dire faites ça. J'ai envie de dire envoyez-moi un email, on discute. On verra, peut-être qu'on a des gens à vous faire rencontrer, peut-être qu'on a des trucs à vous proposer. Je suis sûr que si votre offre elle est unique, si vous avez un service, si vous êtes les seuls à donner de l'information à ces communautés-là, vous allez trouver un espace avec des plateformes, sans plateforme, en papier, en radio, en vidéo, avec des humains, avec tout un tas de choses, j'en sais rien. Et de là, vous allez créer votre modèle. Et je pense que là, on a beaucoup critiqué les plateformes en général, mais il faut aussi balayer devant soi et avoir une autocritique de la réinvention des médias, de pourquoi il n'y a jamais eu autant de fact-checking, mais aussi peu de relations de confiance. Donc les médias sont un peu à l'image, on voit bien le fact-checking, c'est génial, et là on dit Meta va tuer le fact-checking parce qu'ils arrêtent de le financer. Ouais, ok, mais sauf que on voyait bien qu'il y a un problème, donc il y a eu du fact-checking, mais d'en faire plus n'a pas réglé le problème de la relation de confiance avec les journalistes. Et tout ça se pose un peu partout, et y compris ici, il y a beaucoup de débats sur les donors, etc. On est quand même un peu tous dans notre silo, à chacun défendre son intérêt. Il y a peut-être un moment où il faut qu'on arrive à avoir quelques points communs, se battre tous ensemble, et on discutera de la redistribution et des clés de répartition après. Sinon, c'est les gros qui vont gagner. Pour Lina et Nadim, sur la deuxième partie de la question, y a-t-il une spécificité, une coloration spéciale des contenus, si j'essaye de reformuler la question, qu'on trouve au Proche et au Moyen-Orient, sous-entendu en langue arabe, si j'ai bien compris? C'était une question sur les finances aussi, non? Le financement? Y a-t-il une coloration particulière des contenus en langue arabe concernant le Proche et le Moyen-Orient? Je ne comprends pas la question. Vous pouvez préciser la question, cette deuxième partie de la question?
Il marche là. Non, c'était savoir s'il y avait, même en termes économiques ou en termes d'adaptation des contenus, des services, quelque chose qui serait un peu plus coloré spécifiquement, avec des approches sur des pays, des populations, des utilisateurs qui sont dans les pays africains, dans les pays du Moyen ou du Proche-Orient. Est-ce qu'ils ont, en fait, est-ce qu'ils sont capables d'adapter, je dirais, et d'avoir une approche qui serait véritablement congruente avec ses publics, quoi, ou avec ses utilisateurs. Et juste un point, je voulais dire sur la notion de confiance, parce que bien sûr que je connais très bien les travaux de Nikos, c'est un collègue direct, Nikos Minarios, mais vous avez aussi toute l'approche qu'a fait Cassili dans son deuxième livre, En attendant les robots, où il a parlé justement de cette notion d'engagement de plateforme, en revenant à la notion originelle de plateforme. Il cite notamment la fameuse plateforme de Cromwell quand il arrive au pouvoir, et ce que ça comporte en termes je dirais, de relations de confiance, d'engagement, etc. Et c'est là du coup, il met un peu hors jeu pas mal de supports qui se qualifient ou qui s'auto-qualifient ou qui sont qualifiés de plateforme. Mais c'est une approche, là, pour le coup, purement notionnelle, quoi. Pour reformuler la question, est-ce que les contenus, les services dont vous disposez en langue arabe sur le Proche-Orient sont différents d'une manière ou d'une autre de ceux qu'on peut avoir ici? Je comprends toujours pas la question بس يعني اللي ممكن احاول اقوله هو انه في النهايه احنا يعني مدى مصر صحافه بنشتغل في عمل صحفي عملنا صحفي يعني متمركز في اللي بيحصل في بلادنا وعينه على جمهورنا اللي هو بيتحدث بالعربيه. ما عندناش اهتمام قوي في قد ايه احنا مختلفين او ان قد ايه احنا شبه اللي بيحصل في مواقع تانية. طبعا مهم جدا ان احنا نتعلم، بس زي ما هو كان بيقول المهم ان احنا يبقى عندنا الصبغة بتاعتنا والطريقة بتاعتنا اللي بنقدم فيها نفسنا لجمهورنا، لانه زي ما قلت قبل كده اعتقد انه مهم جدا ان احنا نقاوم ان احنا نتحول مجرد نقطة في بحر الانترنت. مهم جدا ان احنا نحافظ على خصوصيتنا. نحافظ على خصوصيتنا ازاي؟ it's not a branding exercise، ما هياش يعني عملية انه احنا مختلفين. الحفاظ على خصوصيتنا هي من خلال المحتوى، هي من خلال العمل الصحفي، من خلال العمل الصحفي بتقليديته بمنهجيته. وبالنسبة لي انا هي دي الحاجة اللي بننتصر لها دايما، سواء في معاركنا مع سلطاتنا، المحتوى والكريديبيليتي بتاعته وقدرته على انه يقول الحقيقة هي اللي دايما بتنقذنا في لحظات الخطر، بس كمان هي اللي بتخلي عندنا وجود مغاير شوية في المساحات بتاعة السوشيال ميديا وغيرها، وهي اللي بتخلينا كمان نبقى عندنا شوية من ديناميكيات القوة اللي بنتكلم عليها. لأنه في النهاية لو احنا مش موجودين هنبقى حاجة ناقصة. يمكن ما نفرقش قوي، بس في النهاية احنا لاعب مهم في الآخر، ولازم نفتكر ده. فالعمل الصحفي بتقليديته وكل حاجة، بس كونه مخلوق وموجود في المساحة بتاعتنا في بلادنا لجمهورنا، وده بطبيعة الحال مختلف، بس مش بيحاول غصب عنه انه هو يبقى مختلف. هو مختلف بطبيعة الحال لأنه قضاياه وتاريخه وسياقاته مختلفة. بس بدي أضيف إذا ممكن على نديم اللي حكته لينا. يعني بالنسبة لسؤالك، يعني في هرمية بالتعامل، يعني وهو واضح انه عم نحكي عن شركات اللي هن شركات امريكانية، امريكان سنتريك، شايفين العالم من هذا المنظور، فبالتالي الاستثمار بالمنطقة العربية زي بمناطق ثانية من الجلوبال ساوث هو مختلف، هو أقل. الاستثمار بالايكو سيستمز المختلفة، يعني بالانتربرينورز، الاستثمار بالصحفيين وباحتياجاتهم وبكل هاي الأمور، هو يعني طبعا مش بنفس المستوى
ولا قريب من إيش يعني بتم بدول ثانية، الدول الغربية اللي هم بيشوفوها للأسواق المركزية تبعتهم. وفكر انحكت النقطة يعني كم دولة حاطينها بوحدة 76 دولة، بينما في دولتين بشمال أمريكا اللي هم يعني الفوكس والسنتر على كل الأمور هاي. فأتخيل يعني هاي الهرمية جدا واضحة وجدا مبينة. Est-ce que ça veut dire, si je reformule les choses à l'aune du débat qui avait lieu hier soir, que ces plateformes sont une forme de néocolonisation, si je comprends bien ce que vous dites? هي يعني واضح انه هي انعكاس، لانه هي فيها سيطرة وفيها بمفهوم السيطرة على المعلومات، بس كمان تحديد السياسات وتحديد الوجهة. يعني هي كأنها شركات مستقلة، بس هي بالنهاية مش شركات مستقلة، هي سياسة الإدارة الأمريكانية هي اللي بتملي عليها. وبنرجع لمثل أوكرانيا، كيف يعني اوكي في عندك انت جايد لاينز معين واساسيات للكونتنت مودريشن، وفجاه وفي انفورسمنت، والانفورسمنت في عليه اكسبشنز لما بيجي على اوكرانيا، لما بيجي على لسي انه بكشمير، بتجراي، بدول مختلفه بالعالم كيف بتم الهاي. فمصالح الامريكانيه، المصالح تبعت المعسكر الغربي بتنعكس بشكل مباشر على سياسات الشركه. فبالتالي هي جزء منها شيء استعمار حديث، استعمار اخر، بس هي استعمارية. Abi. Pour répondre à la question du monsieur, je ne pense pas que les plateformes aient pour ambition, ça c'est vraiment mon point de vue, il faudrait leur demander directement, mais d'avoir des modèles d'implémentation, de développement différents dans chaque continent. Moi, ce que je vois en tout cas là, c'est qu'elles ont plutôt des outils à peu près les mêmes pour tout le monde. Sur tous les continents. On le voit très bien, par exemple, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, moi je sais que je vais avoir une formation avec Google à Abidjan en Côte d'Ivoire, où là Google vient vous explique à plein de producteurs de contenu, etc., les bonnes manières pour faire augmenter son audience sur YouTube, etc., etc. Donc là on vous explique quelles sont les bonnes pratiques, etc., mais je vois pas énormément de spécificité par rapport aux marchés moyen-orientaux ou africains, etc. Globalement, on a à peu près, moi je discute avec pas mal de journalistes qui sont dans les autres pays, on a à peu près les mêmes outils. Il n'y a pas très longtemps, TikTok, il y a 3-4 mois, a lancé par exemple un nouvel outil qui s'appelle le geofencing, qui permet de cibler certaines populations. Pour des médias comme nous qui sont globaux, c'est génial parce qu'on peut cibler par exemple, nous on bosse sur toute l'Afrique, donc on peut cibler particulièrement des pays, particulièrement des communautés, etc. Et ça, c'est un outil qu'ils ont mis à disposition de certains médias, mais pas sur différents continents, mais pas spécifiquement uniquement sur l'Afrique. Donc c'est plus ils ont leur modèle un peu générique, etc., qu'ils implémentent dans les différents continents à travers des producteurs de contenu locaux, des stars locales, des créateurs locaux, des TikTokers locaux, etc. Mais globalement, j'ai l'impression que les outils sont les mêmes. Garde le micro et on va faire un dernier tour pour conclure et de manière assez rapide. On est le 30 avril 2025. Si on a ce débat à nouveau dans 2 ans, qu'est-ce qui aura changé? Ouf. Qu'est-ce qui aura changé dans 2 ans? Peut-être qu'il y aura de nouvelles plateformes. Peut-être qu'il y aura... parce que moi, je crois beaucoup en ça. Je pense que TikTok a, je sais pas, TikTok a quoi 15 ans, 10 ans? Moins. Et moi, je trouve ça génial, parce que pour des médias comme nous, c'est génial de ne pas dépendre d'une seule plateforme. Nous, on guette à chaque fois les usages, les nouveaux usages chez les jeunes, etc., pour voir quelles sont les nouvelles plateformes qui sont en train d'émerger. Et j'espère qu'il y aura de nouvelles plateformes, notamment africaines, notamment du Sud global, qui auront émergé à un moment donné, qui nous permettront de mettre notre contenu sur ces plateformes-là et qu'on n'ait plus, en tout cas moins, de problématiques à se poser en termes de monétisation et d'interlocuteurs qu'on ne trouve pas, etc., etc., etc. Donc j'espère en tout cas que le paysage aura changé dans 2 ans et qu'il y aura de nouveaux acteurs déjà. Voilà, ça c'est mon souhait. Nadim, dans
2 ans, si on fait ce débat, qu'est-ce qui aura changé? يعني اعتقد على موضوع الديس انفورميشن والمس انفورميشن راح يكون وضع أسوأ بكثير نتيجة السياسات الحالية. اعتقد يعني كل موضوع الانفورميشن انتجريتي راح يكون بخطر كبير على منصات التواصل الاجتماعي. راح يكون اكثر واكثر، وهي الظاهرة اللي عم نشوفها اسا هي بموضوع انه الحكومات كمان وعلى الانفلونس كامبينز اللي عم بتم ادارتهم على مستوى السوشيال ميديا. كامبينز اللي هي صعب احنا كمواطنين عاديين ما عندنا كل الادوات انه نفهم هل هذا موجه، هذا يعني شو الادوات اللي احنا بدنا نقاوم يعني كل موضوع هذا الفلد تبع المعلومات الخاطئه. وبدي احكي موضوع اللي ذكرته هو موضوع المنصات مستقله والتوزيع، وعلى امل بالفعل انه احنا اكثر. اعتقد كمان هو اختيار، يعني اذا احنا بنختار نستعمل سيجنال وما نستعملش واتساب، اذا احنا بنختار نستعمل بروتون ميل ومش جوجل ميل، في يعني في alternatives، في بدائل موجوده. والسؤال قديش احنا عم بنعمل الجهد كمان كمواطنين انه نختار البدائل اللي هي اكثر اخلاقيه، اكثر ايثيكال، اكثر بتتعامل مع حقوق الانسان وبتحافظ على خصوصيتنا كمواطنين. Ludovic. D'abord, moi, je crois qu'il faut quand même qu'on fasse un peu gaffe à ce qu'on dit et que l'espèce de truc qui voudrait que les plateformes aient un agenda politique et que les plateformes soient néocoloniales ou pas, il faut quand même faire gaffe à ça. Il y a 2 ans, ils étaient wokistes, maintenant, ils seraient néocoloniales. On peut dire que les deux, c'est une forme de voilà, mais sur la face d'une même médaille, une forme de lavage de cerveau généralisé. Encore une fois, ils sont avant tout business. Donc, si dans 2 ans, les mid-terms mettent au pouvoir les démocrates, ils redeviendront wokistes. Donc, je caricature évidemment. Mais si nous, on ne commence pas par être responsable, journaliste, à ce qu'on dit, et qu'on balance des trucs qu'on n'a pas été voir là-bas, c'est quand même un peu dangereux sur nos crédibilités. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas cette espèce de soft power ou de domination culturelle américaine, mais elle va cette fois bien au-delà des plateformes. Et à nous de, encore une fois, installer ce rapport de force pour qu'ils mettent de la couleur d'antenne, mais surtout qu'ils soient accountable. Et ça commence par les données. Lina, pour conclure, le mot de la fin. الحاجة اللي بتجمعنا مع الشركات التكنولوجيا إنه بغض النظر على الاختلاف الجذري في الأغراض من عملنا، هو إن إحنا عندنا علاقة بالمجتمعات. في كمان 2 سنين إحنا كصحفيين وصحفيات أعتقد وأتمنى وبشتغل على إنه نفضل نعمل شغلنا بمهنياته بمنهجياته اللي زي ما كنت بقول من قبل كده هي مش بس اللي بتحمينا سياسيا بس كمان بتحمينا اقتصاديا في النهاية. في المقابل عندي تساؤل على الأشكال المختلفة اللي المنصات هتبقى دايما محتاجة تعيد خلق نفسها عشانها، علشان لو كانت بدايتها بداية مرتبطة باستغلال فكرة العلاقة بالمجتمع، ولو العلاقة دي تحولت بشكل جذري النهاردة في اتجاه المكسب الكبير جدا، يبقى في جزء اجتماعي مهم جدا. يعني المجتمع هو تحول للمنتج واحنا كلنا منتج مش مستخدمين لكل هذه الشركات، ولكن في النهاية الأسد الأساسي هو المجتمع، هو المستخدم. أعتقد أنه بغض النظر مين اللي بيحكم وبغض النظر الجمهوريين ولا الديمقراطيين ولا مين اللي حاكم، إعادة خلق العلاقة دي بالمجتمع هي حاجة جذرية كجزء من البيزنس موديل بتاعت الشركات دي، سواء بقى محتاجين إعادة النظر دي من خلال regulations، قوانين جديدة، بيزنس موديل مختلف أو تطوير البيزنس موديل. دي حاجة هم المفروض يعملوها، وغالبا هيعرفوا يعملوها لأنه الرأسمالية دايما بتعرف تنقذ نفسها وتعيد إنتاج نفسها، بس إعادة الإنتاج هي حاجة حتمية. يمكن هم محتاجين يعيدوا إنتاج أكتر مننا بشكل من الأشكال. أنا محمية بمهنة في الحقيقة تقدر تكمل بشكل من الأشكال بالرغم من كل التحديات.
Et bien, sur cette relative note d'espoir, on va conclure. Bien sûr, même le débat est loin d'être terminé. Et je pense que nos panélistes sont là encore un moment et pourront discuter directement avec vous. Je vous propose de les remercier par un petit round d'applaudissements. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir fait l'effort de venir pour cette première session de la journée. Et bonnes assises pour la suite.